Bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo Prof Express qui concerne le réchauffement climatique. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer point par point un schéma récapitulatif de tous les paramètres qui contrôlent la température de la planète et que vous venez de découvrir sur l'article qui lui est consacré. Donc l'idée était de présenter un schéma complexe point par point et de redétailler un petit peu chaque phénomène pour vous aider à les comprendre. La température moyenne de la planète est l'un des nombreux paramètres, mais le principal paramètre qui permet de caractériser le climat. Quels sont donc ces mécanismes? Eh bien évidemment, on peut tout de suite penser au Soleil, puisque c'est lui qui nous réchauffe et qui est donc à l'origine de cette température. Il faut savoir que le Soleil n'a pas au cours du temps une activité constante. En effet, on peut mesurer par l'intermédiaire par exemple des taches solaires, des taches sombres qui apparaissent à sa surface, son activité. Plus son activité est importante et plus le nombre de taches solaires est important. Cette activité, si elle augmente, eh bien, elle va entraîner bien évidemment une augmentation de notre température. Pour autant, est-ce ce phénomène qui est à l'origine du réchauffement climatique? On peut affirmer que non, car cette activité solaire présente une activité cyclique de 11 ans. Cela signifie que tous les 11 ans, le Soleil aura une activité maximale et ensuite il déclinera. Or, le réchauffement climatique s'est inscrit sur une période de temps beaucoup plus longue. On peut considérer qu'il a commencé après la révolution industrielle du milieu du 19e siècle et qu'il est véritablement mesurable au début du 20e. En tout cas, sur une échelle de temps d'un siècle minimum. Donc, les variations d'activité solaire ne peuvent expliquer le réchauffement climatique, même s'il y a une participation. Un autre critère, toujours en relation avec le Soleil, est la variation de la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Cette variation se mesure via l'excentricité. La Terre orbite autour du Soleil sur une trajectoire elliptique. Cette ellipse va voir sa forme se modifier au cours du temps. Elle pourra se rapprocher d'un cercle parfait. On parlera alors d'une excentricité nulle. Si l'excentricité devient nulle, on peut calculer que la distance moyenne sur une année Terre-Soleil augmente. Si la distance augmente, la Terre donc s'éloigne du Soleil, elle en recevra moins de lumière et donc on pourra penser que la température de la planète diminuera. Dans notre cas, pour expliquer une augmentation de la température, on doit donc envisager une augmentation de l'excentricité, c'est-à-dire un rapprochement de la Terre par rapport au Soleil, je le répète, en moyenne sur une année. Est-ce que ce phénomène est à l'origine du réchauffement? Eh bien non, pour une raison un peu similaire au cas précédent. L'excentricité varie sur une échelle de temps très différente du réchauffement. Alors ce n'est pas une échelle de temps plus courte, mais une échelle de temps beaucoup plus longue. L'excentricité varie tous les 100 000 ans environ. Donc on est très loin des phénomènes qui se produisent actuellement et on ne peut pas mettre en cause cette excentricité pour expliquer le réchauffement. Vous l'avez vu en seconde, un des nombreux paramètres qui contrôlent directement la température de la planète est l'effet de serre. Cet effet de serre est gouverné par de nombreux gaz atmosphériques, dont un gaz emblématique, le dioxyde de carbone. On peut aussi citer la vapeur d'eau, beaucoup plus abondante dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, mais dont le pouvoir au niveau du réchauffement lui est inférieur. L'effet de serre, petit rappel, il s'agit pour l'atmosphère d'augmenter la température de la planète. Exemple simple, la Lune, qui est notre satellite, on peut donc considérer qu'il est à la même distance du Soleil que la Terre, eh bien, a une température glaciale de moins 18 degrés en permanence. Température moyenne. Comment expliquer donc que la Terre et la Lune, étant à la même distance du Soleil, ont des températures moyennes très différentes? C'est très simple, la planète Terre a une atmosphère et pas la Lune. L'atmosphère est donc bien à l'origine du réchauffement de la planète, par ce mécanisme que l'on appelle effet de serre. Ces gaz, dioxyde de carbone, vapeur d'eau et de nombreux autres, appelés gaz à effet de serre, sont capables de capturer un rayonnement thermique sous forme d'infrarouge émis par la surface de la planète une fois qu'elle a été réchauffée par l'énergie du Soleil.
Ces infrarouges sont donc piégés dans l'atmosphère, dont la température augmente. Une partie, bien sûr, s'échappe vers l'espace et contribue à ce que la température de la planète n'augmente pas dans des proportions beaucoup trop importantes. Petite remarque, c'est le cas sur Vénus, dont l'atmosphère est constituée à 95% de dioxyde de carbone et qui connaît un effet de serre tel que sa température moyenne est de plus de 450 degrés. Quels sont les paramètres contrôlant le taux de dioxyde de carbone, qui lui-même contrôle l'effet de serre, qui lui-même contrôle la température? De nombreux paramètres naturels vont agir sur ce taux de CO2. Par exemple, les volcans. Lors d'une éruption volcanisme, parmi les nombreux gaz rejetés dans l'atmosphère, on a du dioxyde de carbone. Donc si d'aventure l'activité volcanique de la planète augmente, on aura une augmentation du taux de CO2, un effet de serre plus important et une augmentation de la température. Cette action, ce phénomène, va s'inscrire sur des centaines, voire des milliers d'années. Nous verrons tout à l'heure que le volcanisme peut avoir un impact opposé sur la température. Autre paramètre naturel conduisant à un contrôle du taux de CO2, l'érosion. On désigne par érosion, finalement, la destruction des roches continentales sous l'effet de l'eau principalement, mais aussi de variations de température. Sans rentrer dans les détails, il faut comprendre ou il faut savoir que l'érosion va conduire à une capture du dioxyde de carbone atmosphérique qui va être piégé sous la forme de sédiments, notamment sous la forme de calcite de formule CaCO3 dans les océans. Le CO2 passe donc d'un réservoir atmosphérique à un réservoir lithosphérique dans les roches. Il va donc y être piégé pour des milliers d'années, des millions d'années. Pour que je constate dans l'air une augmentation du taux de CO2, je dois donc imaginer non pas une augmentation de l'érosion, mais bien une baisse de l'érosion. Comment imaginer que l'érosion puisse diminuer à l'échelle de la planète? C'est très simple. Il faut simplement penser que les roches continentales devront être moins en contact avec l'air. Autrement dit, si la surface continentale diminue, et si j'ai peu de montagnes, j'aurai peu d'érosion. On l'a dit, c'est un phénomène qui va s'inscrire à une échelle de temps très très longue, plusieurs millions d'années. Il va être négligeable pour le réchauffement climatique qui nous concerne aujourd'hui. Beaucoup moins négligeable, le vivant. Le vivant, lui aussi, peut contrôler ou avoir un impact sur le taux de dioxyde de carbone atmosphérique, notamment par la photosynthèse, qui est le phénomène selon lequel les végétaux chlorophylliens sont capables, grâce à l'énergie lumineuse, de capturer le dioxyde de carbone de l'air afin de fabriquer leur propre matière organique. Dans mon cas, si je veux si je veux expliquer une augmentation du taux de CO2 dans l'air, je dois donc penser que la photosynthèse est en diminution. Comment expliquer que la photosynthèse planétaire diminue? On devrait donc penser qu'il y a moins de végétaux, moins de végétaux continentaux capables de faire la photosynthèse, et moins d'organismes marins chlorophylliens capables de faire la photosynthèse. C'est quelque chose de très difficile à évaluer, vous le verrez dans l'article, c'est un paramètre important, mais très 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 difficile à quantifier, évaluer. La température, et c'est là où on va toucher du doigt véritablement le programme de spécialité, la température se contrôle elle-même par l'intermédiaire du taux de dioxyde de carbone. Vous le voyez, j'ai pris la précaution de prendre ces flèches, de disposer ces flèches en bleu et de mettre une petite légende. Il s'agit de boucles de rétroaction positive. Et c'est un véritable problème. Si la température moyenne de l'air augmente, la température des océans augmentera également. Si la température des océans augmente, les eaux sont plus chaudes, elles sont moins à même de contenir des gaz dissous. Ce qui veut dire que la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau va diminuer. Si le dioxyde de carbone ne peut plus diffuser dans l'eau, il va rester dans l'air. Et inversement, le dioxyde de carbone dissous dans l'eau va quitter les océans pour rejoindre l'atmosphère. Ce phénomène va donc conduire à une augmentation du taux de CO2 qui lui-même va être à l'origine d'une augmentation
de la température moyenne de la planète. On a donc bien une boucle, comme le schéma le montre, de rétroaction, autrement dit d'action en retour, puisque la température moyenne va contrôler, on revient en arrière sur le schéma, va contrôler un paramètre qui la contrôle elle-même, positive parce que l'augmentation de température conduit à sa propre augmentation. Vous comprenez donc que cette situation est extrêmement problématique, puisque le phénomène va s'auto-amplifier, et ainsi de suite, jusqu'à s'emballer réellement. Il existe d'autres boucles de rétroaction positive, un peu plus complexes, un peu plus indirectes que celle-ci. Si la température moyenne augmente, l'une des conséquences les plus directes sera la fonte des glaces, notamment des glaces des calottes et des glaciers de montagne. Si les glaces fondent, l'eau passe à l'état liquide et va donc s'écouler jusqu'aux océans pour provoquer une augmentation du niveau marin. Ce n'est pas le facteur principal de l'augmentation du niveau marin. Ce facteur principal, on l'a déjà rencontré, c'est l'augmentation de la température des océans, qui va provoquer une augmentation de la dilatation thermique des eaux. Il faut savoir que plus un corps est chaud, plus il prend du volume. L'exemple le plus simple pour bien comprendre cette idée, c'est la montgolfière. Pour gonfler le ballon de la montgolfière, on chauffe bien l'air qu'elle contient. Donc l'air chauffé se dilate, prend du volume et gonfle le ballon. C'est la même chose à l'échelle de la planète pour les océans. Donc la dilatation thermique des océans conduit à une augmentation du niveau marin. Vu de l'espace, faites un petit tour sur Google Earth, les océans sont bleu nuit, bleu foncé. Cela signifie qu'ils vont absorber beaucoup de lumière venant du soleil. Les glaces qui, elles, sont blanches, reflètent beaucoup de lumière. Donc elles n'absorbent pas cette lumière. Si on prend en compte les deux paramètres, la disparition des glaces et l'augmentation du niveau marin, globalement, on peut dire que la planète va s'assombrir. Moins de blanc, plus de bleu nuit. Donc, globalement, la Terre va absorber davantage de lumière, puisque on a des surfaces sombres. Ceci est mesuré par un paramètre que l'on appelle l'albédo. L'albédo, c'est le pourcentage de lumière renvoyée par une surface sur la quantité de lumière reçue. Plus l'albédo augmente, plus on renvoie de lumière, moins on en absorbe, donc plus on se refroidit. Si l'albédo diminue, plus on absorbe de lumière, plus notre température augmente. Donc, si j'ai moins de glace et si j'ai davantage d'océan, vous aurez compris que ces deux paramètres vont provoquer une diminution de l'albédo. Si j'ai une diminution de l'albédo, on va obtenir une augmentation de la quantité de lumière absorbée, donc une augmentation de la température. Donc vous voyez qu'on a une deuxième boucle de rétroaction positive centrée autour de cette notion d'albédo. Tout à l'heure, j'ai évoqué le rôle des volcans en expliquant qu'ils étaient à l'origine d'une augmentation du taux de CO2 s'ils étaient actifs et qu'ils pouvaient conduire à une augmentation de la température moyenne. Les volcans peuvent agir en sens contraire. Ils ne vont pas émettre que des gaz, ils vont aussi émettre de très nombreuses particules, de très nombreuses poussières, notamment dans la haute atmosphère. Ces poussières sont appelées aérosols. Donc si j'ai une activité volcanique, et il ne faut pas beaucoup de volcans pour cela, on va augmenter la quantité d'aérosols dans l'air. Or, ces aérosols vont réfléchir la lumière, ils ne vont pas l'absorber. Donc, l'activité volcanique va provoquer une augmentation de l'albédo. Vous voyez donc qu'il y a une petite flèche vers le haut, à ce niveau. Cette petite flèche vers le haut devrait conduire à une chute de la température, ce que je n'ai pas représenté sur le schéma. Comprenez donc bien que différents facteurs peuvent agir en sens inverse les uns des autres, et qu'un même facteur peut avoir des conséquences différentes sur la température, ce qui rend la compréhension de ces mécanismes beaucoup plus complexe. Un petit mot sur les volcans. 1 ou 2 volcans par an peuvent suffire, si leur activité a été intense, à baisser la température du globe de 1 à 1,5 degré les 3 ou 4 années qui suivent son éruption. C'est arrivé, évidemment, dans notre histoire récente, et cette activité volcanique perturbe un peu la lecture du réchauffement. On comprend pourquoi.
J'en ai terminé pour ce qui est des phénomènes naturels, on va dire, qui contrôlent la température. Cette liste est loin d'être exhaustive, je m'en excuse, mais vous remarquerez déjà que le schéma est bien suffisamment compliqué à comprendre. Qu'en est-il du réchauffement climatique d'aujourd'hui? La communauté scientifique, à 95%, 99%, s'accorde à dire que le réchauffement climatique actuel est d'origine humaine. Certains climato-sceptiques refusent cette idée et apportent des arguments contraires, arguments qu'il faut entendre. Il faut toujours qu'en science, un débat puisse exister. Parmi ces climato-sceptiques, certains avancent le fait que le taux de dioxyde de carbone de 0,04% est beaucoup trop faible pour être à l'origine d'une variation notable de la température. On vient d'expliquer que une petite variation du taux de CO2, à cause de ces boucles de rétroaction positive, pouvait avoir à terme des conséquences importantes sur la température. Donc cet argument n'est donc pas valable. Pourquoi est-ce qu'on parle de taux de CO2? Eh bien parce que nos activités humaines, qui sont à 80% basées sur la combustion d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz naturel, sont à l'origine de rejets extrêmement importants de dioxyde de carbone dans l'air. Chaque année, on renvoie dans l'atmosphère environ 7 milliards de tonnes de dioxyde de carbone. L'atmosphère en contenant 750 milliards de tonnes. C'est un pourcentage relativement faible, mais pour autant non négligeable. Et cela se produit chaque année. Et chaque année, ce taux de dioxyde de carbone rejeté augmente, car nos besoins énergétiques augmentent, car notre démographie augmente et que nos besoins individuels augmentent. Ce rejet de taux de dioxyde de carbone, extrêmement massif, est en partie réabsorbé par certains phénomènes naturels, dont la photosynthèse, dont la dissolution dans les océans, mais ces mécanismes s'enrayent à cause du réchauffement climatique. La dissolution diminue si la température augmente. La photosynthèse va-t-elle satisfaire ses besoins? Peut-être, si la température augmente et que le dioxyde de carbone est en quantité importante, les végétaux vont être satisfaits. Mais il ne faut pas oublier deux éléments. Si le réchauffement climatique s'accentue, les climats sur la planète vont être perturbés et nos forêts également. D'autre part, je vous rappelle que nous sommes nous-mêmes à l'origine d'une importante déforestation qui va ralentir cette capacité de photosynthèse à diminuer le taux de CO2 de l'air. Donc il ne faut peut-être pas trop y compter. On peut donc dire, je vous renvoie à l'article pour davantage de détails, que nos activités humaines sont bien à l'origine d'un taux de CO2 galopant. Il n'a jamais été aussi important depuis 800 000 ans. À l'origine d'une accentuation de l'effet de serre qui augmente la température moyenne, phénomène déjà en train de s'auto-amplifier, d'une part par la fonte des glaces, l'augmentation du niveau marin et l'albédo, et d'autre part par une augmentation de la température des eaux océaniques et une diminution de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau. Donc l'ensemble de ces paramètres doit être bien compris pour les spécialistes SVT pour les épreuves au bac. N'hésitez pas, si certains éléments vous paraissent confus, à poser des requêtes, nous serons ravis d'y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de lecture de l'article et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur les conséquences du réchauffement climatique et peut-être sur les solutions qu'on pourra y apporter. A bientôt.